Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans notre bimensuel dédié au monde des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, avec nos invités Nathalie Janson et Grégory Raymond, on va se poser la question de la récente seconde entrée des institutionnels sur le marché des cryptos. Seconde ou troisième, on verra au cours de notre émission. Parce que, longtemps regardé de très haut par les grandes institutions financières et économiques de la planète, le Bitcoin et les crypto-monnaies, dans leur grande majorité, après un exercice 2022 harassant, semblent recouvrir une forme de crédibilité auprès des investisseurs dits traditionnels. Lancement de l'exchange EDX la semaine dernière, plateforme soutenue par des grands noms de Wall Street, BlackRock, plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui dépose un dossier à la SEC pour émettre un ETF Bitcoin au comptant. D'autres fonds ont suivi la même démarche dans la foulée. Désormais, se lancer dans la crypto revient à se poser la question de quand plutôt que de si. Dès lors, une révolution est-elle en marche? Assistons à un changement de pensée ou bien au contraire, le secteur a-t-il besoin de règles encore plus claires, plus strictes pour attirer plus d'investisseurs institutionnels? Plusieurs études montrent que les clients des fonds d'investissement sont encore réticents à l'idée de se lancer dans l'investissement crypto. Dès lors, est-ce un simple appel d'air créé par la SEC ou bien un bouleversement paradigmique? Pour savoir où nous en sommes réellement, je suis accompagné, comme tous les mois, par Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Antoine. Nathalie, vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, professeur associé à Neoma Business School et spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et du monde des crypto-monnaies. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'être accompagné par Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, merci beaucoup Grégory d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale, le magazine numéro 1 en Europe, le média dédié au monde des cryptos, le premier média dédié aux cryptos en Europe. Merci beaucoup Grégory d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par justement cette information EDX qui a lancé une nouvelle activité de trading la semaine dernière. Nathalie, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer en quoi c'est innovant? C'est innovant dans la mesure où en fait c'est une plateforme qui est lancée par des institutionnels déjà en place et qu'en fait ils vont sur un modèle qui est moins qui représente des garanties puisqu'en fait il est non dépositaire. Donc ça veut dire qu'en fait c'est juste une plateforme qui permettra d'acheter et vendre, mais effectivement qui veut éviter tout ce qu'on a pu vivre de mal en fait l'année dernière avec FTX. Et il veut éviter donc les conséquences de ce qu'on a observé de la centralisation des plateformes, de tous les noms qui ont pu avoir des problèmes l'année dernière. Donc en fait ici, ils se positionnent très clairement, ils disent c'est une plateforme, mais comme on veut avoir une crédibilité, donc ça c'est comment asseoir sa crédibilité, on va faire une plateforme non dépositaire, comme ça on n'a pas le problème de savoir si les fonds, où sont les fonds des clients, puisque c'est pas nous qui nous en occupons. On ne peut pas les mélanger avec ses propres fonds. Exactement, donc voilà, c'est très clair à ce niveau-là. Et effectivement, deuxième chose aussi très importante, on voit bien que c'est des grands connaisseurs, c'est qu'ils ne lancent que 4 crypto-monnaies cotées, parce qu'en fait ils vont sur les crypto-monnaies où ils pensent que la SEC, si jamais elle les y fait sur les crypto-monnaies, ne viendra pas leur dire, les requalifier en actifs financiers, puisque donc ce sera Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Exactement. Donc en fait, sur ces 4-là, on se dit, même si sur Ethereum, il y a quand même un sujet. En fait, tout ce qui n'est pas Bitcoin. Exactement. Effectivement, tout ce qui n'est pas Bitcoin est quand même sujet à avoir des nouveautés dans les mois à venir. Mais bon, en tout cas, eux, ils décident d'aller petitement sur le sujet. Je pense que là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit bien que tout ce qui s'est passé avec FTX et de découvrir qu'en fait ces nouveaux acteurs avaient des statuts qui étaient hérités d'un autre âge, donc les fameux monnaies transmitters, les maisons de change, donc qui ont permis de faire tout et n'importe quoi, puisqu'effectivement il y avait assez peu de réglementation dans ces dans ces types de statuts. On s'est dit maintenant on voit bien qu'en fait comme ils ont fait n'importe quoi, la leçon de tout ça, c'est que en fait si vous êtes un acteur pur crypto, les gens vont se dire alors lui il est de quel côté, c'est un bon, c'est un pas bon, c'est un pas bon qu'on n'a pas encore découvert ou c'est finalement quelqu'un de bien depuis le début. Donc en fait si vous voulez il y a toujours comme ces nouveaux acteurs avaient des statuts qui ne sont pas très clairs pour le commun des mortels, finalement il y a une place pour en fait
une arrivée d'acteurs qui seraient plus crédibles parce qu'ils apportent en fait la réputation qu'ils ont héritée de la finance traditionnelle. D'où l'idée de créer une plateforme qui est backée par des grands noms de la finance internationale comme EDX. Et on retrouve qui, Grégory on retrouve Citadel, on retrouve Schwab, on retrouve Fidelity. Donc c'est des très très grands acteurs américains. C'est parmi les plus gros. Après, on aura l'occasion de parler de BlackRock sur un autre sujet. Mais en tout cas, là, on peut se dire que ces trois acteurs ne se sont pas lancés s'ils n'avaient pas l'aval de la SEC. Et en gros, cette exchange, c'est l'exchange à quoi devrait ressembler une place de marché crypto selon la SEC. Et donc, ça serait la première sous cette forme-là. Nathalie le disait très bien. Donc, il y a une séparation des activités. Donc, les activités de négoce, donc le trading pur et la conservation. Et en fait, c'est aux antipodes de la façon dont sont construites les plateformes d'échange aujourd'hui. Pour prendre juste l'exemple de Coinbase, Coinbase fait absolument tout. Donc voilà, c'est des métiers qui sont très différents. Ils n'ont aucune licence. Forcément, c'est plus simple, parce que quand il faut accumuler des licences et séparer les activités, ça coûte plus cher. Donc Coinbase, ça les arrange bien. Ils se sont construits comme ça depuis le début. Et on pourrait se dire, en fait, Coinbase a été un peu trop opportuniste. Ils ont essayé de créer leur propre voie depuis le début. En fait, surtout, ils posaient plein de questions à la SEC depuis des années. On leur répondait pas. C'est aussi pour ça qu'ils se sont construits de cette façon. Et là, Coinbase, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et on est en train de leur demander, faudrait un peu tout changer. L'entreprise s'est introduite en bourse et tout. Enfin, je trouve ça un petit peu injuste ce qu'on leur demande et je trouve que Coinbase a raison de porter l'affaire en justice. Et donc on ne sait pas si Coinbase aura gain de cause aussi. Au final, EDX sera le format des plateformes du futur aux États-Unis. Donc ça va se régler en justice comme je le disais, mais ça va mettre 4 à 5 ans. Ouais, c'est donc ça. On va en parler pendant encore longtemps, je pense. Et ça laissera du temps à EDX de se développer parce que si j'ai bien compris, c'est une forme de séparation des pouvoirs, comme vous dites. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la plateforme d'échange, il y a la chambre de compensation et le broker. En fait, on retrouve un modèle traditionnel. C'est ça. Et il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est que EDX, les particuliers ne peuvent pas y accéder. Comme une pour bourse. Les instituts. En fait, ils ont vraiment un statut de bourse. En fait, là, vraiment, c'est le retour au traditionnel le plus traditionnel. Donc en fait, ce qu'on cherche à convaincre, c'est les institutionnels, en fait, en réalité. C'est une plateforme dédiée aux institutionnels pour que les institutionnels puissent vendre à leurs clients en interne l'investissement en crypto. Je suis même pas sûr que ça fonctionne parce que en fait, les institutionnels, ils n'y sont pas tous sur le Bitcoin, mais pour ceux qui y sont, ils n'ont aucun problème à utiliser les plateformes crypto de base. On va pas forcément parler de Binance. Là, je pense pas qu'il y ait des gros instituts dessus. Là, c'est plutôt des gros traders particuliers. Mais Coinbase Pro, ex-Coinbase Pro, c'est un outil de trading extrêmement utilisé aux États-Unis. Il y a des très très gros utilisateurs. Par exemple, quand le département de la justice américain saisit des bitcoins dans une affaire, il les vend sur Coinbase. Même le gouvernement américain, c'est pour ça, dire. Tesla, quand ils ont acheté leurs milliards de dollars de bitcoins, ils l'ont fait sur Coinbase. Il n'y a pas forcément besoin d'une plateforme comme EDX, mais par contre, il y a plein d'acteurs qui sentent que la SEC pourrait sévir et donc autant être là si jamais tous les autres tombent. Mais là, j'ai l'impression que par investisseurs institutionnels, on pense plutôt aux investisseurs financiers en fait. En réalité, c'est plus les fonds d'investissement, les gros fonds d'investissement qu'on cherche à convaincre. Du coup, on peut pas. Nathalie, c'est pas là. On se souvient du bull market de fin 2021, je crois, où le Bitcoin a atteint 60 000 $. On expliquait ce bull market par l'entrée des institutionnels sur le secteur. Ça veut dire que c'est la deuxième fois qu'ils rentrent. Où on en est réellement? Est-ce que parce que des fonds se montaient. En fait, c'était pas forcément des grands noms, mais c'était des fonds, c'était des investisseurs qui récoltaient des fonds vers les particuliers, c'est-à-dire donc là on était vers quand même on montait l'échelle un petit peu plus haut. C'est pas simplement des passionnés privés qui voulaient investir, c'était des fonds d'investissement qui se montaient pour récolter en fait l'argent de potentiels particuliers qui voulaient investir. Vous voyez, donc c'est un peu l'étape mutual fund, mais pas forcément avec des grands noms, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas encore, il y avait pas de grands noms qui y allaient. BlackRock, si on en parle, comme vous dites, ça fait longtemps qu'ils se posent la question, qu'il y a une forme d'évangélisation, on a l'impression quand même de la part du patron de BlackRock. Et je pense que voilà, c'est la différence. À l'époque de 2021, c'était il y avait quand même PayPal qui y allait, qui permettait à ses clients d'y aller aussi.
aussi. Enfin, pas mal y sont allés, mais effectivement, c'était pas encore les grands noms. Donc en fait, c'est pas du tout une révolution. On parle non, pas de révolution. c'est pas une révolution, mais pour moi, la première étape vraiment, c'était le lancement des contrats à terme sur le CME de Chicago. Et le CME de Chicago, il y a que les institutionnels qui peuvent y aller. Et donc c'est la première étape. Pour moi, la deuxième étape, ça sera vraiment l'ETF au comptant. Qui est en négociation en ce moment. Notre BlackRock a déposé un dossier, on va voir ça dans un instant. Exactement. Et EDX, c'est quelque chose d'intermédiaire, mais voilà, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution, juste c'est les grands noms de la finance ça peut être un positionnement au cas où la législation aux États-Unis évolue et qu'en fait elle donne tort à Coinbase. Et puis, donc c'est quoi en fait? C'est une approbation institutionnelle de la part de la SEC en quelque sorte. C'est la SEC qui fait de la place aux instituts à la finance traditionnelle. Oui. Et puis on peut se poser la question de la coïncidence du moment où ça arrive, parce qu'au moment où des plaintes sont envoyées aux États-Unis contre Binance et Coinbase, une ou deux semaines après, la SEC déroule le tapis rouge pour son exchange avec le tampon dessus. Bon voilà, en tout cas, on remarque qu'ils sont en train de montrer ce qu'ils veulent en tout cas. Ouais, très clair. Et donc est-ce que ça veut dire que par la force des choses, les investisseurs s'intéressent à ce secteur parce que il commence à être réglementé, la réglementation commence à devenir plus claire, du coup à la force des choses, plus de réglementation, ça veut dire plus d'investisseurs traditionnels? Et donc, est-ce que c'est bon? On va voir ça après avec le Binance Lightning. Finalement, on s'échappe de plus en plus, on s'éloigne de l'esprit premier des cryptos. Est-ce que ça a du sens finalement? Comme on l'avait déjà évoqué, oui, il y a deux camps, vous savez, sur l'histoire des cryptos. Comme j'avais déjà rappelé, il y a ceux qui ne veulent pas justement qu'il y ait de réglementation parce qu'ils pensent que c'est une mauvaise idée que de laisser se développer le secteur. Et puis d'un autre côté, comme on voit Mika émerger, Hong Kong, c'est pareil, il se passe des trucs assez impressionnants à Hong Kong où en fait le régulateur dit aux banques oui, il faudrait quand même que vous acceptiez comme clients les plateformes, alors que les banques ne veulent pas forcément. Donc c'est marrant parce que ça a front renversé. Il se passe des choses très intéressantes. Et le problème, c'est que les États-Unis, comme ils n'ont encore rien fait de très clair, il faut bien se positionner à un moment donné. Parce qu'ils perdent du temps finalement. On voit qu'il y a énormément de. C'est ça. En Europe, on est maintenant largement en avance. En Asie, c'est plus il n'y a pas d'unicité. C'est fragmenté. Donc voilà, Hong Kong est très en avance. Voilà, c'est pas le cas de tous les pays. L'Europe, on peut dire qu'on est leader dessus. C'est pas souvent, donc on peut s'en féliciter. Et la France même. Et la France, oui, a été à l'initiative, parce que le règlement MiCA est une copie en fait, du système français, donc c'est intéressant. Mais aux États-Unis, juridiquement, un actif numérique n'existe pas. Ça n'a pas de statut encore. Ça n'a pas de statut. Donc forcément, c'est très compliqué d'avancer. En plus, il y a des différences État par État. En fait, il faudrait qu'au niveau fédéral, ça bouge. C'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de républicains qui sont sur le sujet en ce moment, donc je pense qu'on devrait voir des choses arriver dans les prochains mois, peut-être après les élections présidentielles. Exactement. On va passer à justement, alors comme vous le dites, il y a BlackRock qui a déposé un dossier pour lancer son ETF Bitcoin Spot, donc au comptant. Il y a 5 autres grands acteurs de la finance qui ont fait exactement la même chose. Déjà Nathalie, c'est quoi un ETF Bitcoin Spot? Ça correspond à quoi exactement? En fait, un ETF, c'est tout simplement une espèce c'est un panier où on va mettre des bitcoins, et ces bitcoins seront conservés quelque part. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit au comptant, puisque ce sera, même si le bitcoin c'est pas des pièces, Bitcoin sonnant et trébuchant. Voilà, comme on dit, sonnant et trébuchant. Bon, ils ont un peu mal à être sonnant et trébuchant, mais en tout cas, oui, c'est des bitcoins qui seraient détenus quelque part, qui sont bien réels. Et là, on sait très bien qu'en plus, en ce moment, sur vos plateaux, sans doute, ça doit être discuté régulièrement. Les ETF sont très en vogue. C'est vraiment l'année. Mais c'est vraiment l'année ETF cette année. Donc là, BlackRock surfe sur la vague ETF, se dit que il y a peut-être un coup à prendre sur la partie crypto. En plus, on voit bien que l'ETF permet de démultiplier le concept de diversification. Donc on se dit tiens, hop là, un nouveau ETF qui peut aussi se fondre dans la masse et donc du coup de continuer à étendre ce principe de diversification. Ceci étant, beaucoup d'observateurs se posent la question de savoir si ça peut fonctionner. Est-ce que c'est le bon moment en fait? Exactement, puisque comme vous l'avez
l'avez rappelé, les investisseurs particuliers sont pas forcément suiveurs sur ce produit. Et il y a beaucoup d'interrogations sur, on se demande comment ils vont pitcher ça à ses clients. Est-ce que on va vendre de l'or 3.0, quelque chose qui est qui n'est corrélé avec rien, ou un bouclier contre l'inflation. En fait, le problème, c'est que le Bitcoin a été aucun des trois à un certain moment. C'est-à-dire que quand vous prenez 2022, ça n'a pas été un bouclier contre l'inflation, puisqu'il a baissé à ce moment-là. Mais c'est pas parce qu'il ne protège pas contre l'inflation, c'est parce que c'était la contrepartie d'une politique monétaire qui faisait qu'il allait forcément baisser. Et quand on dit que c'est pareil... qu'il n'est pas corrélé aux autres actifs, à nouveau, manque de chance, en 2022, il a été hyper corrélé avec la bourse, toutes les valorisations technologiques. Donc le Bitcoin, il a été un peu tout à la fois, et du coup, certains, effectivement, se disent, mais comment ils vont pitcher ce fameux Bitcoin ? Après, moi, je me dis qu'il y a quand même plein de gens qui sont intéressés par le Bitcoin, mais ils se retrouvent face à deux problèmes, c'est je ne sais pas comment en acheter, je ne sais pas comment en conserver. Oui. En fait, l'ETF va régler ce problème-là en un clic, avec un acteur de confiance avec qui on achète ses actions et tout. Voilà, ça pourra être très simple. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, je crois que c'est un mix d'ETF et de trust. Et d'un trust, oui. Et ce qui fait que le trust, le grand avantage pour l'investisseur, c'est que il n'est pas, ce qui se passe sur le trust n'entache pas les avoirs des clients. Donc ça veut dire que si jamais il devait disparaître, l'argent est protégé. Le capital des clients. Donc c'est pas un hasard, je pense qu'il propose Oui, c'est ça, et c'est parce qu'il a cette structure qu'il a de fortes chances d'être accepté, parce que il y a des ETF Bitcoin, il en existe depuis 2021, je crois, mais c'était toujours basé sur des produits dérivés, donc les contrats à terme du CME de Chicago, et donc il n'y avait pas de Bitcoin sonnant et trébuchant, c'était juste une exposition virtuelle. Et là, ça serait la première fois qu'on a des vrais Bitcoins, et c'est peut-être cette structure mi-trust, mi-ETF qui permettrait d'y arriver. Donc, et aussi parce que c'est BlackRock. Donc, et surtout parce que c'est BlackRock. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a boosté les cours vers le haut. Là, il y a une résistance à 31 000. Alors, effectivement, on n'est pas analyste technique autour de cette table, etc. Est-ce que ça peut être un levier, un catalyseur, vous pensez ? L'arrivée, oui. Par contre, ça peut se retourner contre Bitcoin d'ici quelques années, ça c'est sûr. Mais je pense que tout ça, déjà, si BlackRock arrive à le lancer, d'autres essaieront de copier le modèle. Et tout ça, ça va, je pense, améliorer la liquidité sur le marché Bitcoin, et la volatilité dont on parle depuis des années sur Bitcoin, en fait, baissera en fait à long terme avec l'arrivée de ce genre d'acteurs. Donc moi je pense que c'est très positif, et Bitcoin deviendra de plus en plus stable et pourra s'imposer comme cette monnaie mondiale open source que tout le monde peut utiliser. Et du coup c'est le bon timing. Alors oui, il faut d'abord rappeler une chose, c'est-à-dire que la SEC va étudier le dossier, c'est pas pour demain, en gros, je crois que c'est 2024. C'est pour 2024. 2024, donc on a le temps quand même avant que cet ETF soit accepté et puis lancé. Après il va falloir effectivement pitcher, etc. Je pense qu'ils vont le pré-pitcher quand même, qu'ils voient que ils réfléchissent, qu'ils voient un peu vis-à-vis de leurs clients, qui peut être preneur en tout cas. Et donc est-ce que c'est une victoire de la finance traditionnelle sur la finance crypto ? On peut dire que la finance traditionnelle la montre qu'elle aime Bitcoin, hein. Mais après moi, comme je dis souvent, tout le monde peut utiliser Bitcoin, peut y avoir les cypherpunks, les anarchistes, mais aussi BlackRock, hein. C'est ça qui fait la beauté, je trouve, du projet, tandis que dans la finance traditionnelle, il n'y a que les investisseurs qualifiés qui peuvent accéder à certains produits. Là, c'est tout le monde, donc tout le monde est le bienvenu en fait, et on verra à quoi ça ressemblera, mais en tout cas, la communauté, l'écosystème qui réunit tous ces acteurs divers et variés, va décider. Va décider, exactement. Alors, il y a un sujet dont j'aurais aimé parler, j'en ai parlé un peu à Grégory tout à l'heure, avant qu'on lance cette émission. Il y a une tribune qui a été publiée de Claire Balva sur le site The Big Whale qui fait référence à un livre qui a été publié il y a un mois qui traite de l'orientation politique du Bitcoin. Chacun y va de son idée, etc. Du coup, Grégory nous explique un petit peu ce que lui en pense. Nathalie, peut-être que je vous poserai la question tout à l'heure, mais en tout cas, on va revenir. Je pense qu'on a fermé le sujet Bitcoin Spot, le sujet EDX. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dessus ? Non, ça
ça me semble clair. C'est bon, cool. Du coup, on va parler de Binance Lightning. C'est quoi ça, Binance? Enfin, Binance qui crée des nœuds Lightning. Nathalie, Grégory, c'est quoi ça? En fait, déjà, faut se demander d'où sort cette décision. En fait, il y a eu début mai un embouteillage du réseau Bitcoin parce qu'on a trouvé un système pour créer des NFT sur le réseau Bitcoin. Sauf que le réseau Bitcoin n'est pas du tout dimensionné pour des transactions volumineuses, aussi nombreuses en fait, surtout. Et donc, il y a les frais de transaction ont explosé. Binance, donc c'est une plateforme d'échange. Quand ils font quand on retire son argent de Binance, il y a des frais, mais qui sont fixes pour la personne qui retire, et c'est Binance qui prend contre lui, pour lui quoi. Qui prend pour lui ou contre lui, les frais en fonction du niveau au moment où on les retire. Et à ce moment-là, parce que le réseau explosait à cause de ces NFT Bitcoin qu'on appelle donc ordinals, Binance a été obligé de suspendre les retraits parce que ça coûtait trop cher. Et donc ils se sont dit on va proposer du Lightning, et Lightning en fait c'est une couche secondaire, un layer 2 en fait pour Bitcoin qui se met au-dessus pour réduire les frais de transaction au maximum. Déjà, c'est des poignées de centimes et des millièmes de centimes quand on fait une transaction sur Lightning. Donc c'est potentiellement la solution qui permettrait de payer son café avec Bitcoin, tandis qu'avec le réseau Bitcoin principal, ce n'est pas possible. Okay. Je comprends, mais du coup, par la force des choses, est-ce que l'essence même, encore une fois, on en revient à cette question de philosophie première du Bitcoin, moi, qui me semble être un peu mise à mal par toutes ces évolutions, qui ne sont pas des révolutions, mais sont des évolutions. Est-ce que, par la force des choses, la blockchain, c'est quand même la certification des transactions, etc. Est-ce que là, pareil, la certification des transactions est assurée, ou juste, puisque par la force des choses, les montants de commission sont plus petits, on est d'utilisateur à utilisateur sans passer par la blockchain en entier? Faut le comparer à, en tout cas pour moi, quand on veut l'expliquer simplement, je trouve que on fait en fait de la compensation avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser systématiquement la vérification avec le proof of work surtout, parce qu'effectivement c'est long, c'est coûteux, etc. Et on va le faire en ayant auparavant compensé. Donc on va compenser vous voyez, comme la multicompensation, on va faire tous ceux qui doivent quelque chose à quelqu'un, et on va juste utiliser la proof of work sur en fait le montant qui a été qui est netté en fait. Il y a un netting qui s'opère, et on le fait que là-dessus pour en fait utiliser les ressources avec le maximum d'efficacité, c'est-à-dire que tant qu'à faire, autant effectivement utiliser les réseaux pour sa valeur ajoutée, c'est-à-dire aller effectivement là faire du transfert certifié. On va bien certifier la transaction, alors que celle intermédiaire elle sera bien finalement certifiée du coup oui, il n'y a pas de problème. C'est pas juste la réduction, la réduction des frais. Pour que les gens comprennent bien, en fait, il y a un cas concret. Imaginons, je suis un boulanger. En fait, toute la journée où je vais vendre mon pain, en fait, je vais ouvrir un canal Lightning. Donc, je vais vendre, par exemple, 100 baguettes. Donc, il va y avoir 100 transactions Lightning. Et à la fin de la journée, je vais fermer mon canal. Et c'est à ce moment-là que l'ensemble des transactions, va y avoir un solde à la fin entre ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu. Et c'est ce solde qui sera inscrit dans la blockchain Bitcoin. C'est un canal. Oui, et en fait, c'est la raison pour laquelle il est... Et ça, c'est vraiment une volonté de toute façon du réseau Bitcoin, parce qu'en fait, dès sa conception, ils savaient qu'ils avaient ce problème de limitation. Après, il y a eu beaucoup de débats sur la taille des blocs, etc. Mais en tout cas, voilà, tous ces débats ont eu lieu. Et finalement, ce qui semble quand même le plus se développer aujourd'hui, c'est ce fameux Lightning Network. Mais c'est quelque chose de désiré, parce que si on veut que le Bitcoin effectivement puisse faire des transactions du quotidien, on est bien obligé de trouver une solution pratique, parce que sinon il n'y arrive pas. Et est-ce que c'est une réponse à Visa, Mastercard qui a lancé pareil sa blockchain? Visa est en fait l'équivalent du Lightning en fait dans le monde traditionnel qui se pose en concurrent en fait en réalité. C'est ça. Okay. Sauf que ça va plus vite, puisque Visa lui c'est pas une transaction finalisée à la fin, il faut qu'il attende encore que ça se compense au niveau bancaire, alors qu'effectivement Bitcoin, une fois la transaction finale qui a lieu à la fin de journée, elle est faite. C'est ça, et en fait c'est une erreur de comparer Bitcoin à Visa en permanence. En fait, si on veut comparer Bitcoin, il faut plutôt comparer Bitcoin au réseau FedNow aux États-Unis, où c'est pas... Au champ de compensation, là où se fait la compensation réellement. C'est ça. Vous parlez, alors c'est bien Grégory, vous nous parlez de ce boulanger qui vend ses baguettes, alors 100 baguettes, c'est très bien, c'est une belle vente, une belle journée, mais si on se plaçait du côté des clients qui, eux, alors ils achètent une baguette, du coup par la force des choses, une baguette c'est un
euro, 1,50 €, etc. Cette semaine, on a entendu le président de la Banque centrale française, de la Banque centrale française, dire qu'à horizon 2026-2027, Cash Plus, qui est l'euro numérique, serait utilisable. Est-ce que ça a encore du sens de parler d'un euro numérique est-ce que c'est pas du temps perdu? Est-ce que on se rend compte que les banques traditionnelles, les banques commerciales, les banques de détail veulent créer, elles, en parallèle leur monnaie numérique? Est-ce qu'on perd pas du temps, Nathalie, à vouloir créer un euro numérique? Moi, je suis toujours convaincue par la même idée, c'est-à-dire que l'Europe court après, a peur que la Chine leur dame le pion. Donc, parce que la Chine est très avancée et ils se disent flûte, j'ai peut-être raté mon moment, parce que moi je suis la monnaie juste derrière le dollar actuellement. Le dollar, honnêtement, il veut pas y aller sur le dollar digital. À chaque heure qu'il y a des déclarations, là c'est encore oui, on verra. Enfin, il n'y a aucune volonté. Ils laissent les acteurs privés. Exactement. Donc les plus gros stablecoins du monde sont les stablecoins dollars, et ils le font très bien. Et je pense que eux, chez eux, il y a un concept de, ils sont très pragmatiques. Les stablecoins font le job. Pourquoi est-ce qu'on irait là-dessus alors qu'on ne sait pas en fait ce qu'il faut? Et alors que nous, c'était une position paradoxale, parce qu'on n'a pas vraiment de stablecoin. Et donc du coup, la question se pose de ce qu'on peut faire. Et vraiment, en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment une question géopolitique. C'est-à-dire qu'on a effectivement peur, comme le dollar va continuer sa petite vie avec ses stablecoins qui sont déjà existants, très développés. Je veux dire, il n'y a pas de problème, le stablecoin est installé. Nous, on n'a rien, mais par contre, on a la Chine qui a lancé le yuan. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde le train passer? Est-ce qu'on y va? Et donc, effectivement, la Banque centrale européenne, en tout cas les pays européens qui sont membres de l'euro, ont décidé d'y aller. Mais honnêtement, à part géostratégique, géopolitique, il n'y a pas vraiment de sens, c'est du temps perdu, Grégory. Mais en fait, il y a quelque chose que je pense qu'il y a un peu triste, mais qu'il ne faut pas minorer, c'est que je pense qu'il y a une compétition de communication vis-à-vis de ces projets-là. Tu le disais très bien, Nathalie, donc la Chine s'est lancée, mais là, en fait, depuis 10 ans, Bitcoin est apparu, les stablecoins, Libra aussi, le projet a avorté, et en fait, ces institutions vénérables que sont les banques centrales, qui sont très importantes, mais qui sont un peu poussiéreuses aussi, en fait, voient un moyen de se distinguer en termes de communication en lançant des projets comme ça, et donc c'est un peu la course à l'échalote, mais on ne sait pas du tout si ces projets ont vraiment un avenir. Bon, je pense qu'ils finiront par exister. C'est pas encore certain que la BCE se lance, mais ils se sont tellement mouillés qu'on les voit pas reculer. En tout cas, va y avoir la fin de la consultation et de l'expérimentation et pour la fin de l'année 2023. Et c'est qu'à l'issue de ce moment-là où ils diront on y va ou on n'y va pas, mais en tout cas les gens n'y toucheront pas avant 2027-2028. Mais est-ce que les gens vont s'en saisir ou pas? Est-ce qu'ils vont comprendre l'intérêt? Parce que bon, aujourd'hui j'ai mon argent en banque, si j'ai une appli banque centrale et que j'ai mon argent dessus, nous on peut comprendre à quel point c'est important de détenir son argent en propre, mais pour les gens qui n'ont pas connaissance de l'auto-hébergement numérique de son patrimoine, ça ne sera pas forcément très clair. Et donc je doute qu'en fait la population s'en saisisse, à moins qu'il y ait des incitations. Si vous payez avec ce Cash Plus, donc qui est son nom officieux, ça vous coûtera peut-être 10% de moins que si vous utilisez un autre moyen. On verra les incitations. Mais pour moi, je ne suis pas du tout convaincu que ça marchera. C'est une autre initiative qui est plutôt à l'initiative des banques commerciales, mais on se souvient tous de Paylib, qui était une belle idée, mais ça ne fonctionne pas. Le marketing est raté, et au final, les gens font autrement. Ils ont choisi Lydia, par exemple. Oui, Lydia, ou on utilise Apple Pay. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il faut savoir que la Banque de Suède, qui était quand même très très précurseur, parce qu'elle, c'est la seule banque centrale qui avait un vrai problème de baisse drastique de l'utilisation de son cash, qui est tombé à quelques pourcents de son PIB. Donc c'est vraiment très particulier comme situation. Donc elle s'est posée très tôt cette question. Aujourd'hui, elle n'y va toujours pas. Et vous êtes sûr, alors Grégory, vous dites que peu de gens, peu de particuliers ont conscience de l'importance de l'auto-hébergement numérique de son patrimoine. Pourtant, il y a énormément de particuliers qui ont perdu beaucoup d'argent dans le crack du Bitcoin. Du coup, par la force des choses, est-ce que c'est pas déjà une forme d'éducation malheuse, mais d'éducation? Les gens qui sont dans la crypto sont au courant de ce genre de choses. Mais je parle de l'immense majorité de la population qui n'a pas conscience de ces choses-là, et pour qui avoir de l'argent en banque, il n'y a pas de différence avec avoir du cash sous son oreiller, quoi. C'est des bas de laine, quoi.
Donc cet euro numérique, pour l'instant, par la force des choses, en fait, c'est un discours plutôt à destination des jeunes générations pour leur dire la BCE existe toujours, intéressez-vous à nous. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais de toute façon, c'est positif parce que ça nous permet de réfléchir à des grandes questions. Donc moi, je suis très content que ces projets-là soient lancés et ça favorise l'innovation de toute manière. Oui, quoi qu'il arrive, ça favorise exactement l'innovation, la recherche et la réflexion de toute façon. Et la réflexion. Alors la réflexion, justement, alors on a parlé un peu de philosophie du Bitcoin. Moi, j'aimerais vous lancer, il nous reste peu de temps, mais sur cet aspect politique du Bitcoin. Claire Balva nous dit que la gauche devrait se saisir de la problématique Bitcoin, puisque finalement, le Bitcoin n'a pas d'idéologie politique propre, et qu'on en fait, comme vous le dites, ce qu'on veut, c'est repris par qui on veut. Grégory, ni l'extrême droite, ni la droite, ni l'extrême gauche, ni la gauche ne peuvent s'enorgueillir d'être, je dirais, la bonne pensée pour utiliser le Bitcoin. Oui, je pense que c'est dangereux de politiser Bitcoin. Bien sûr que derrière chaque technologie, il y a des gens qui s'en servent pour des raisons politiques, mais la technologie, à la base, est neutre. Internet, est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Moi, je ne saurais pas vous dire. Bitcoin, c'est un peu pareil. Donc, il y a une certaine partie de l'extrême droite américaine qui a utilisé ou utilise Bitcoin pour des raisons qui lui sont propres. Bien sûr, il ne faut pas le nier, mais de l'autre côté, les talibans interdisent Bitcoin parce que ça apporterait un peu trop de liberté aux gens. Est-ce que ça c'est de droite? Est-ce que ça c'est de gauche? J'en sais rien. Mais en fait, Bitcoin, c'est la monnaie des gens... anti-système, d'une certaine façon. Est-ce qu'on pourrait c'est la monnaie des gens qui sont anti-système, mais c'est aussi la monnaie des gens qui sont hors normes, la monnaie des gens qui ont peur du lendemain et tout simplement qui estiment qu'on a besoin d'un système financier alternatif. Ça ne veut pas dire qu'on veut qu'il remplace le système actuel, mais qu'il a en tout cas droit de vie. Qu'il y ait une alternative. Exactement. En tout cas, qu'il ne soit pas... Nathalie, vous... Oui, moi je sais que j'étais très étonnée de cette revendication de dire que le Bitcoin est d'extrême droite. Ça me semblait vraiment extrêmement fumeux dans la mesure où en fait le Bitcoin... alors après on va me dire oui, le code n'est pas neutre parce que quelqu'un l'écrit. Voilà. C'est souvent ce qu'on m'a répondu quand je disais que c'était neutre. On me dit non, c'est pas neutre si quelqu'un l'écrit. Ok. Au-delà de ça, Bitcoin est quand même né d'une longue tradition aux États-Unis de gens qui ne voulaient plus que la Fed, parce qu'en fait aux États-Unis, la Fed est récente. Il faut bien savoir que c'est 1913. Alors évidemment, c'est pas récent pour nos jeunes auditeurs, mais c'est jeune. C'est par rapport à l'histoire des banques centrales, c'est relativement jeune. Et donc aux États-Unis, il n'y a jamais eu une évidence qu'il devait y avoir une banque centrale qui pilote tout ça. Donc aujourd'hui, on a le Bitcoin, c'est juste un héritage de tout ça. C'est-à-dire que tous ceux qui pensaient qu'en fait la banque centrale ne devait pas se mêler des affaires monétaires et que donc l'affaire monétaire ne devait pas être proche du pouvoir parce que souvent c'est un pot de miel et que donc le politicien il va utiliser la monnaie à son propre profit. Donc tout ça s'est enchaîné à travers le temps et on a eu des e-gold, on a eu plein. Enfin aux États-Unis, il y a eu beaucoup de projets où on essayait de désengager l'état de la monnaie. Donc le Bitcoin, c'est la solution technique qui a enfin répondu aux attentes. C'est-à-dire que techniquement parlant, on a trouvé un moyen en fait où effectivement la monnaie pouvait être gérée sans qu'il y ait aucune intervention de l'État. Et donc, et si vous écoutez les dernières interviews de Milton Friedman, qui n'était pas non plus un punk, à ce que je sache, même si à la fin de sa vie, il était effectivement plus anarcho-capitaliste qu'au début, puisque pour des raisons d'évolution philosophique, c'est ce qu'il préconisait, parce que lui, sa grande opposition, c'était de dire, mais la monnaie est toujours manipulée par les gouvernements, il faut trouver un moyen qu'elle ne le soit pas. Et donc, le Bitcoin, répond à cet objectif. Oui, effectivement, le Bitcoin n'est pas manipulable par l'État. Mais du coup, ça n'a rien d'extrême droite, puisque l'extrême droite complètement. Non, mais c'est rien. C'est juste, ils veulent juste pas d'État. Donc c'est vrai que quand on me dit que c'est d'extrême droite, je me dis ah bon, alors ils ont une définition de l'extrême droite qui est très particulière parce que l'extrême droite veut un État fort par définition. Or, dans Bitcoin, il n'y a pas d'État. Justement, l'État n'est pas là. Et c'est en fait, je trouve, une garantie de liberté pour quiconque sur cette planète, justement, a face à lui un État oppresseur, puisque vous avez un moyen d'échapper à cet État oppresseur, ce qui n'était pas une possibilité avant. Donc, pour moi, la grande qualité de Bitcoin, c'est la liberté, en fait, en réalité. C'est la liberté, oui, gagner. Ok. Grégory?
Ah ouais, je peux pas dire mieux, oui, non, mais c'est la monnaie de la liberté. Et pour moi, c'est la première monnaie publique, pas dans le sens monnaie d'État, mais la monnaie qui appartient à tout le monde. Et dans la première fois de l'histoire de l'humanité, il existe une monnaie globale dont tout le monde peut se saisir et dont la valeur est reconnue presque partout, qui est incensurable. Enfin, moi, je trouve que c'est prodigieux. Et je sais pas où ira Bitcoin. C'est à la communauté de décider, mais laissons cette alternative vivre. Ok. Grégory, je suis allé sur votre site LinkedIn, votre site. Il y a quelque chose que vous dites que ce qui vous passionne dans toutes ces problématiques, c'est de couvrir les succès et les déboires du monde financier et technologique. Du coup, Bitcoin, c'est un déboire ou c'est un succès alors? Ah ouais, il y a les deux. Il y a les deux. Non, mais il y a les deux. Non, mais si vous voulez, moi, je suis venu sur ces sujets-là en 2008, pour le crack de Lehman Brothers. Je comprenais absolument rien, mais ce que j'ai compris, c'est que les banques et le système financier avaient fait un peu n'importe quoi. Et Bitcoin, c'est pas forcément la réponse, mais c'est une des réponses. Et moi, ce qui m'anime, c'est pas forcément la décentralisation de tout ça. Parce qu'on parle de Bitcoin. Peut-être pas anarchique. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Non, mais par contre, il y a besoin de beaucoup plus de transparence. Très clair. Et d'un accès aux services financiers, bancaires traditionnels. Il faut un accès pour beaucoup plus de gens. Il y a des gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Bitcoin peut être une des réponses, et c'est là-dedans que je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est probablement, c'est même sûr que c'est intéressant. Nathalie, le mot de la fin pour vous? Oh, oui, moi je ne peux que rajouter à ça. Enfin, je pense que Bitcoin est une aventure qui est très intéressante et qui a poussé les acteurs traditionnels du coup à se remettre en question aussi. Il faut pas, il a eu des vertus parce qu'il est entré comme concurrent, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai concurrent du privé arriver, puisqu'avant, je veux dire, il n'y avait pas, il y avait plus de concurrence aux banques centrales. L'or, ça faisait très longtemps qu'il n'était plus un concurrent, et alors que là, on a eu un vrai concurrent qui a contesté l'État dans ses fonctions, et je trouve que la concurrence fait toujours du bien de toute façon. On a toujours des retombées possibles. Yes. Par contre, on peut aussi dire qu'effectivement, on voit qu'on n'est jamais maître de son destin, parce que je pense que les concepteurs n'auraient jamais imaginé qu'il allait déclencher une vague de spéculation comme il l'a fait. Quoi, on ne maîtrise pas non plus tout, et c'est ça la beauté justement de l'économie de marché. C'est que les innovations naissent et vivent de leur propre vie. Donc en fait, si je comprends bien tout ce que vous dites, en gros, en quelque sorte, le prochain levier, et ce pour des années encore, c'est la réglementation en fait. C'est qu'il va falloir bien comprendre, bien saisir. Ah oui, on est qu'au début. On est qu'au début. Mika couvre juste les stablecoins et les plateformes d'échange. On ne parle pas du tout de finances décentralisées et tout, qui est un énorme sujet. Le statut juridique des DAO, donc des organisations autonomes décentralisées. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est ça, on en est qu'aux prémices en fait en réalité. Donc c'est ça, de choses. C'est en ça que c'est passionnant. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nathalie Janson, professeure associée chez Noma Business School, et Grégory Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef du premier média européen The Big Whale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.